qu'on se déguise en infirmier pour photographier un enfant mort. Bienvenue sur Icônes et Silences, là où les légendes révèlent enfin leur vérité cachée. Aujourd'hui, nous ouvrons le dossier le plus poignant du cinéma français. Imaginez un instant le visage d'une femme que vous pensez connaître par cœur. Elle a les traits angéliques d'une impératrice, le sourire de la fiancée idéale et le regard pétillant de Sissi. Mais oubliez tout cela. Effacez cette image de papier glacé. Nous sommes en avril 1982 sur le plateau de l'émission Champs-Élysées. La femme qui est assise face à Michel Drucker n'est plus une impératrice. C'est une mère blessée à mort, une lionne acculée qui, pour la première fois, décide de ne plus se taire. Ce soir-là, Romy Schneider a brisé le silence qu'il étouffait depuis des décennies pour pointer du doigt la cruauté d'un système qui l'a dévorée vivante. Le public retient son souffle car ce n'est pas du cinéma. D'une voix tremblante mais chargée d'une colère froide, elle raconte l'innommable. Elle parle de ces photographes, ces chasseurs d'images sans âme, qui ont osé se déguiser en infirmiers pour s'introduire dans la morgue et voler une photo de son fils David. Tragiquement disparu à 14 ans, c'est un cri de douleur pure, un réquisitoire contre l'indécence. À cet instant précis, Romy ne joue plus. Elle dénonce, elle nomme les coupables. Elle expose au grand jour les trois forces obscures qu'elle ne pardonnera jamais et qui l'ont poursuivie jusqu'à son dernier souffle. Comment l'icône la plus adorée d'Europe a-t-elle pu finir sa vie dans une telle détresse, traquée jusque dans le deuil le plus intime, qui étaient vraiment ses ennemis invisibles, qui ont transformé son rêve de cinéma en une cage dorée irrespirable? Pour comprendre pourquoi Romy Schneider a prononcé ces mots terribles quelques semaines seulement avant de nous quitter, il nous faut remonter le temps. Il faut aller voir derrière le sourire de Sissi, là où se cache une enfance solitaire et des secrets de famille trop lourds à porter. Car avant d'être une star, Romy était une petite fille qui cherchait désespérément un regard aimant dans un monde d'adultes trop occupés par leur propre gloire. Romy naît sous les projecteurs, mais grandit avec une faille immense au cœur, celle d'un père absent. Wolf Albach-Retty est une silhouette fuyante, un homme qu'elle adore de loin, mais qui ne sera jamais là pour lui tenir la main, laissant en elle un vide affectif que rien ne pourra jamais vraiment combler. Reste alors sa mère, la puissante Magda Schneider, qui prend très vite les rênes de son destin. Magda n'est pas seulement une mère, c'est un architecte ambitieux qui voit en sa fille un diamant brut à polir, une extension de sa propre carrière parfois vacillante. C'est sous cette tutelle maternelle stricte que Romy entre dans la lumière, presque par accident, presque par obligation. Et puis arrive le raz-de-marée qui va tout emporter sur son passage. En 1955, le monde découvre Sissi. Ce n'est pas juste un film, c'est un phénomène social, une hystérie collective. Dans une Europe d'après-guerre qui a désespérément besoin de rêver, Romy Schneider devient l'incarnation de la pureté absolue, avec ses joues roses, ses crinolines immenses et son sourire désarmant. Elle est la fiancée idéale, la fille que chaque mère rêve d'avoir. L'impératrice des cœurs, les trois films de la saga Sissi battent tous les records et propulsent l'adolescente au rang de star planétaire. On l'appelle la petite fiancée de l'Europe, on l'adule, on lui lance des fleurs à chaque apparition publique. Vu de l'extérieur, c'est un conte de fées parfait, une ascension fulgurante vers la gloire éternelle. Mais c'est précisément ici, au sommet de cette gloire dorée, que le piège se referme cruellement. Romy sourit devant les caméras, mais à l'intérieur, elle commence à suffoquer. Elle ne le sait pas encore, mais ce costume d'impératrice est en train de devenir sa camisole de force. Elle confiera plus tard avoir eu l'impression d'être une pâtisserie viennoise trop sucrée que tout le monde voulait dévorer jusqu'à la nausée. Imaginez l'angoisse d'une jeune fille qui ne s'appartient plus, dont chaque geste, chaque clignement de cils est dicté par une mère omniprésente et une industrie cinématographique qui refuse obstinément de la voir grandir. On lui interdit d'être elle-même, on lui interdit la colère, la tristesse ou la maturité, car Sissi doit rester éternellement jeune et joyeuse. Derrière les décors de palais impériaux, la réalité est glaciale. Romy se sent comme une marionnette de luxe, manipulée par des mains invisibles, y compris celle de son beau-père qui gère sa fortune naissante avec une emprise totale.
Elle déteste ce personnage de Sissi qui lui colle à la peau comme une seconde nature dont elle ne peut se défaire, une étiquette indélébile qui l'étouffe. Elle sent monter en elle une révolte sourde, un besoin violent de briser cette image trop lisse. Elle rêve de liberté, de vraie vie, de passion brûlante, loin de l'hypocrisie des studios qui veulent l'enfermer dans une éternelle adolescence. Elle comprend alors que pour survivre, elle va devoir commettre l'irréparable aux yeux de son public et de sa famille. Elle doit tuer Sissi pour que Romy puisse enfin vivre. Et pour cela, elle est prête à tout, même à suivre un homme dont le seul nom fait trembler les bonnes mœurs de l'époque, un choix qui va marquer le début de sa véritable tragédie, mais aussi de sa légende. Pour échapper à la prison dorée de Sissi, Romy commet ce que l'Allemagne de l'époque considère comme une haute trahison. Elle s'enfuit, elle quitte tout, sa patrie, sa langue maternelle et l'emprise étouffante de sa mère pour rejoindre Paris et l'homme qu'elle aime, Alain Delon. Ce n'est pas seulement une histoire d'amour, c'est un acte de rébellion violent. À l'aéroport d'Orly, lorsqu'elle descend de l'avion, elle ne sait pas encore qu'elle vient de signer un pacte avec le diable. La presse allemande se déchaîne, la traitant de fille ingrate qui a abandonné son public pour suivre un voyou français. C'est la première blessure, la première fois que Romy réalise que l'amour de son public est conditionnel et cruel. À Paris, la transformation est radicale et douloureuse sous la houlette de mentors exigeants comme Coco Chanel et le réalisateur Luchino Visconti. La petite fiancée de l'Europe meurt pour laisser place à une femme fatale, sensuelle et moderne. Elle apprend à jouer avec ses tripes, à offrir sa vulnérabilité à la caméra. Mais le prix à payer est exorbitant. L'industrie du cinéma français ne lui fait aucun cadeau, se moquant parfois de son accent ou de son passé de princesse, tandis qu'elle travaille sans relâche pour prouver qu'elle est une véritable actrice. Elle se donne corps et âme, acceptant des rôles qui la mettent à nu, cherchant désespérément à effacer l'image sucrée qui lui colle à la peau. Mais le bonheur est fragile quand on vit sous l'œil constant des photographes. Sa relation passionnelle avec Alain Delon, faite de disputes orageuses et de réconciliations magnifiques, devient le feuilleton préféré des magazines. Ils sont les amants magnifiques. Le couple en or, mais derrière les sourires de façade, Romy découvre la solitude de ceux que l'on adule trop et puis le coup de grâce arrive un matin de décembre sous la forme d'un simple bouquet de roses et d'une lettre de quelques mots laissés sur une table. Alain est parti, il l'a quitté pour une autre, sans explication, sans adieu. Le monde de Romy s'effondre, c'est une douleur qui ne cicatrisera jamais tout à fait. Une fissure béante dans son cœur que ni la gloire ni les récompenses ne pourront combler. Dévastée, elle tente de reconstruire sa vie en Allemagne avec le metteur en scène Harry Meyen. Elle cherche la sécurité, un foyer, une vie normale, loin des flashs aveuglants. Elle devient mère. Et pendant un court instant, elle croit avoir trouvé la paix. Mais l'industrie ne lâche jamais ses proies. Les démons reviennent, insidieux. Entre les tournages épuisants, les médicaments pour dormir et ceux pour tenir le coup, Romy commence à glisser lentement. Elle réalise avec effroi que le cinéma est un amant jaloux qui exige tout d'elle, son temps, son énergie et même son bonheur familial. Elle est une étoile qui brille de plus en plus fort à l'écran, mais qui se consume de l'intérieur, isolée dans une tour d'ivoire où le silence devient assourdissant. Elle ne sait pas encore que le pire est à venir et que le destin, tapi dans l'ombre, s'apprête à lui porter le coup le plus cruel qu'une mère puisse endurer. L'année 1981 marque le point de non-retour, le moment où le ciel s'effondre définitivement sur la tête de Romy. C'est un après-midi de juillet, chaud et insouciant, qui bascule soudainement dans l'horreur absolue. Son fils David, âgé de 14 ans, son rock, son amour inconditionnel et sa raison de vivre, lui est arraché brutalement dans un accident tragique. Pour une mère, c'est la fin du monde. Une douleur si aiguë qu'elle dépasse l'entendement humain. Romy est anéantie, brisée en 1000 morceaux, errant comme une ombre dans les couloirs d'un hôpital qui sent la mort. Elle pense avoir touché le fond de la souffrance, mais elle ignore que la cruauté des hommes n'a pas de limite.
C'est alors que se produit l'impensable, l'acte qui la hantera jusqu'à son dernier souffle et qui la poussera à ne jamais pardonner, alors qu'elle veille le corps sans vie de son enfant à la morgue, cherchant un dernier moment d'intimité pour lui dire adieu. Des photographes sans scrupules violant ce sanctuaire, déguisés en infirmiers pour tromper la sécurité. Ces vautours s'infiltrent jusqu'au chevet de l'adolescent mort. Leur seul but n'est pas de soigner ou de consoler, mais de voler une image. Un cliché macabre du cadavre de David pour le vendre à la une des journaux à scandale. C'est une profanation, un viol de son intimité la plus sacrée. Romy découvre avec effroi que son malheur est devenu une marchandise, que sa douleur se vend au plus offrant. Le public, avide de drame, consomme ces images sans réaliser qu'elles sont le fruit d'un crime moral. L'industrie qui l'avait portée au nu, qui avait fait d'elle une icône, se retourne contre elle avec une violence inouïe. La dépouillant de sa dignité de mère en deuil, elle se retrouve seule face à cette machine infernale, trahie par ceux-là même qui prétendaient l'aimer. Elle comprend alors que pour ces gens, elle n'est plus une femme, ni une mère, mais juste un objet public, un produit dont on peut tout exploiter, même les larmes, même la mort d'un enfant. Cette trahison la laisse exsangue, le cœur pétrifié par une rage froide. Pourtant, au lieu de s'effondrer totalement, Romy se redresse une dernière fois. Elle refuse de laisser le silence recouvrir cette infamie. Elle rassemble ses dernières forces, non pas pour survivre, mais pour livrer son ultime combat, décidée à regarder ses bourreaux droit dans les yeux avant de tirer sa révérence. Avril 1982, le plateau de l'émission Champs-Élysées est plongé dans un silence religieux. Romy Schneider est là, face à la France entière. Elle est amaigrie, le visage marqué par le chagrin, la voix rauque d'avoir trop pleuré et trop fumé. Mais dans ses yeux brûle une flamme que personne ne peut éteindre. C'est le moment de vérité, l'instant où elle décide de reprendre le pouvoir sur son histoire. Elle ne cherche pas la pitié, elle exige la justice. D'une voix qui fait trembler les caméras, elle prononce l'impardonnable. Elle pointe du doigt ces photographes déguisés, ces voleurs d'images qui ont souillé la mort de son fils. En les nommant publiquement, elle brise l'omerta de ce milieu qui préfère habituellement se taire et sourire. Pour Romy, ce n'est pas seulement une plainte, c'est une condamnation à perpétuité pour ceux qui ont vendu leur âme pour un scoop. Mais ce soir-là, Romy ne règle pas ses comptes uniquement avec la presse, à travers sa présence obstinée pour défendre son dernier film, La Passante du Sans Souci. Elle envoie un message cinglant à cette industrie qui l'a si souvent maltraitée, contre l'avis des médecins, avec un rein en moins et le pied cassé. Elle a tenu à finir ce tournage. Bon, c'est sa façon de dire à tous ces producteurs qui voulaient l'enfermer dans des rôles de poupée qu'elle est une immense tragédienne, capable de transformer sa propre douleur en art. Elle incarne une femme qui protège un enfant orphelin, comme pour prolonger à l'écran la vie de ce fils qu'elle n'a pas pu sauver dans la réalité. En jouant ce rôle jusqu'au bout de ses forces, elle tue définitivement Sissi. Elle force le monde à la regarder telle qu'elle est, une femme brisée mais debout, qui refuse d'être un produit marketing. Enfin, il y a cette troisième force qu'elle affronte sans la nommer, mais qui est présente dans chaque seconde de ce film testament, le poids de son passé familial, en choisissant d'incarner une victime du nazisme. Elle, la fille de Magda Schneider, accomplit un acte de purification ultime. Elle ne pardonne pas à l'histoire qui a sali son nom, elle la répare, elle offre son visage et ses larmes aux victimes, se libérant ainsi des fantômes qui la hantaient depuis l'enfance. Ce soir d'avril, le public ne voit pas une star en promotion, mais une guerrière qui dépose les armes après avoir gagné sa dernière bataille. Elle a dit ce qu'elle avait à dire, elle a nommé ses bourreaux et elle a prouvé qu'elle était libre. Elle peut désormais rentrer chez elle, fermer la porte au bruit du monde et se préparer pour son dernier voyage, laissant derrière elle une foule bouleversée qui commence enfin à comprendre qui était vraiment Romy. Le 29 mai 1982, quelques semaines seulement après avoir brisé le silence, le cœur de Romy Schneider a cessé de battre. Elle est partie rejoindre son fils, laissant derrière elle un monde soudainement orphelin de sa lumière. Mais son départ précipité nous laisse avec une question obsédante, une dette morale que nous n'avons toujours pas réglée. L'histoire de Romy n'est pas seulement celle d'une actrice talentueuse, c'est le récit universel d'une humanité sacrifiée sur l'autel du
divertissement. Elle nous force à regarder en face la brutalité d'un système qui transforme des êtres de chair et de sang en simples produits de consommation que l'on adore un jour et que l'on jette le lendemain. En écoutant l'écho de sa voix brisée, nous devons nous poser ces questions douloureuses. Sommes-nous complices, par notre curiosité insatiable, de cette machine à broyer les âmes? Avons-nous accepté de fermer les yeux sur la souffrance d'une mère pour le simple plaisir de feuilleter un magazine? L'histoire de Romy se répète encore aujourd'hui chez tant d'autres artistes, enfants stars ou icônes fragiles, dont nous exigeons la perfection tout en leur refusant le droit à l'erreur ou à la vie privée. Nous avons consommé Sissi, mais nous avons échoué à protéger Romy. Pourtant, la mort n'a pas eu le dernier mot. En refusant de se taire face à l'injustice, Romy Schneider a transformé sa tragédie en une leçon de dignité éternelle. Elle nous a rappelé que derrière chaque paillette, chaque sourire de cinéma, il y a un cœur qui bat, qui saigne et qui espère. Bien, elle ne cherchait ni la pitié, ni le pardon. Elle voulait simplement que sa vérité soit entendue. Aujourd'hui, quand nous regardons ces films, nous ne voyons plus la petite impératrice de papier glacé. Nous voyons une femme libre, incandescente, qui a payé le prix fort pour rester fidèle à elle-même. Son histoire est un cri qui traverse le temps pour nous dire ceci: n'attendez pas que les étoiles s'éteignent pour réaliser qu'elles étaient humaines. Adieu Romy, et merci d'avoir eu le courage d'être vrai.